En juillet 1955, le vol 914 de Pan Am quitta l'aéroport de New York en direction de Miami. Cependant, le vol n'atteignit jamais la Floride. Sans envoyer le moindre signal de détresse, ni laisser derrière lui le moindre débris, l'avion et ses 57 passagers semblèrent disparaître dans les airs. Alors que les années passaient sans aucun signe de l'avion disparu, la plupart des gens pensaient que le mystère ne serait jamais résolu. Mais voilà, 37 ans plus tard, l'impossible se produisit. Prenez votre popcorn et restez à l'écoute pour découvrir exactement quel était cet événement impossible, ainsi qu'une multitude d'autres voyages étranges et mystérieux. Un matin de 1992, à l'aéroport de Caracas au Venezuela, les contrôleurs aériens vaquaient à leurs occupations, lorsqu'ils remarquèrent quelque chose de très étrange. Même si leur radar montrait un ciel vide, ils pouvaient clairement voir un avion se précipiter en direction de la piste. À mesure qu'ils se rapprochaient, ils remarquèrent que cet avion était de style ancien et propulsé par hélice, un modèle qui n'avait pas été utilisé depuis des années. Le contrôleur aérien, Juan de la Corte, entra immédiatement en contact radio avec le pilote et lui demanda d'identifier l'avion mystérieux. Le pilote répondit que c'était le vol 914, prêt à atterrir à Miami. Lorsque Juan lui informa qu'il se trouvait à un aéroport au Venezuela, le pilote fut horrifié. Il s'était retrouvé à 1931 km de sa destination. Et les choses allaient devenir encore plus étranges. Lorsque l'avion atterrit, les témoins pouvaient voir des passagers pressés contre les fenêtres, portant des vêtements étrangement démodés et regardant avec confusion les avions modernes sur le tarmac. Après un long silence, la radio de Juan crépita. D'une voix rauque, le pilote de l'avion mystérieux lui demanda de confirmer la date. Juan lui dit que nous étions le 21 mai 1992. Pendant qu'il parlait, il pouvait entendre le pilote respirer rapidement, visiblement bouleversé. Quelques instants plus tard, le pilote ouvrit frénétiquement la fenêtre du cockpit et commença à agiter frénétiquement les membres du personnel au sol, criant qu'il devait partir. Alors qu'il agitait ses bras, quelque chose tomba de la pince qu'il tenait dans une main. Mais avant que quiconque ne puisse réagir, l'avion était en mouvement. L'équipe de l'aéroport regarda avec stupeur alors que, quelques minutes seulement après son arrivée, l'avion mystérieux dévalait la piste avant de s'élever vers les nuages. Juan courut sur le tarmac et ramassa le document qui était tombé de la pince du pilote. À sa grande surprise, il vit qu'il s'agissait d'un calendrier datant de 1955. Dans les jours qui suivirent, les officiers de l'aviation parvinrent à conclure que ce visiteur inattendu sur la piste était bel et bien le mystérieux vol 914 qui avait disparu dans les années 50. Mais même après une enquête approfondie, ils ne purent donner de sens à la réapparition soudaine de l'avion. Quant à l'avion lui-même, il ne fut jamais revu. Alors, comment expliquer cet avion voyageur dans le temps ? La théorie la plus populaire parmi les amateurs de cette histoire alléchante est que l'avion est accidentellement entré dans un trou de verre à travers le temps et l'espace, les transportant ailleurs, 37 ans dans le futur. Si vous trouvez ça fou, il est intéressant de noter que les théories scientifiques de scientifiques comme Albert Einstein et Stephen Hawking soutiennent mathématiquement l'idée que les trous de verre pourraient potentiellement exister. Mais comment ? Eh bien, imaginez l'espace et le temps comme une feuille de papier, avec un point marqué à chaque extrémité. Normalement, vous ne seriez capable de voyager entre ces points qu'en vous déplaçant le long du papier. Mais si vous pliez le papier en deux, en rapprochant les points, c'est un moyen beaucoup plus rapide de voyager entre ces derniers. C'est ainsi qu'un trou de verre fonctionne théoriquement, un raccourci dans le cosmos qui plie l'espace-temps et connecte deux points distants de l'espace et ou du temps ensemble. Bien que personne ne soit vraiment sûr de la manière dont un trou de verre pourrait venir à exister, et personne n'en a jamais observé un, cette théorie pourrait-elle expliquer le mystère de l'avion voyageur dans le temps ? Avant que je ne révèle la vérité, si vous pensez que les trous de verre étaient derrière ce mystère, appuyez sur le bouton j'aime. Si vous êtes sceptique, appuyez sur le bouton s'abonner. Et avec le contenu fascinant que je publie quotidiennement, faire les deux est un choix tout aussi bon. C'est fait ? Super. Alors en route vers la vérité. En fait, l'explication réelle ne nécessite pas de physique compliquée pour être comprise. C'est parce que malheureusement, le récit du vol 914 de Pan Am est en réalité un vieux morceau de fausses nouvelles. D'abord diffusé par le Weekly World News en 1985, ce tabloïd était tristement célèbre pour inventer des histoires incroyables afin de vendre des journaux, y compris l'histoire d'un bébé né avec une jambe de bois, et le conte fabuleux d'un homme qui s'est poursuivi en justice après avoir été frappé par son propre boomerang. En fait, l'histoire du vol 914 a tellement fait sensation dans les années 80
que le tabloïd l'a effectivement publié 2 fois de plus, en 93 et en 99. Elle est rapidement devenue une légende urbaine, circulant en ligne parmi les théoriciens du complot comme une preuve de voyage temporel. Mais bien sûr, je ne vous amènerai pas ici en vous promettant un mystère authentique sans tenir ma promesse. Bien que l'affaire du vol 914 se soit révélée être un canular, cela ne signifie pas que notre monde n'a pas connu sa juste part de voyages qui ont pris une tournure vers le bizarre inexplicable. Accrochez-vous pour découvrir à quel point certains exemples réels de ce type de phénomène sont étranges, car parfois, la vérité est encore plus étrange que la fiction. Le triangle des Bermudes. Accepteriez-vous de faire un voyage au-dessus du triangle des Bermudes? Au fil des ans, cette portion de l'océan Atlantique Nord entre les Bermudes, Miami et Porto Rico a vu un certain nombre d'avions et de navires disparaître dans des circonstances mystérieuses. Aucune de ces disparitions n'est plus étrange ou plus déconcertante que la disparition du vol 19. En décembre 1945, un escadron de 5 bombardiers torpilleurs et leurs 14 membres d'équipage décollèrent de Fort Lauderdale en Floride, prêts à effectuer un exercice d'entraînement de 3 heures. Peu après le début de leur voyage, le vol 19 commença à rencontrer des problèmes. Le chef de l'escadron, le lieutenant Charles Taylor, commença à émettre des messages de détresse via radio, affirmant que l'escadron s'était perdu après que les compas de l'avion de Taylor aient dysfonctionné. Au fur et à mesure que la nuit tombait et que les conditions météorologiques devenaient mauvaises, le message radio devint de plus en plus confus, jusqu'à ce qu'il s'arrête finalement. Alors qu'il était évident que l'escadron était en difficulté, 2 avions furent envoyés en mission de recherche et de sauvetage, se dirigeant vers le dernier emplacement connu du vol 19, un point situé au-dessus du triangle des Bermudes. Seul un avion de sauvetage revint. L'autre avion, qui transportait 13 hommes, disparut des radars moins de 20 minutes après son décollage, et tout comme l'équipage original du vol 19, ne fut jamais revu. Malgré une recherche extensive, aucun débris des avions disparus ne fut retrouvé, et les enquêtes ne purent expliquer les disparitions mystérieuses. À ce jour, les avions n'ont jamais été retrouvés. Alors, qu'en est-il de ces événements qui se produisent au-dessus du triangle des Bermudes? Eh bien, les théoriciens du complot soutiennent que le triangle pourrait être un terrain de chasse pour les ovnis, ou le site d'un tourbillon dévorant. Il existe même une théorie selon laquelle une technologie ancienne de la ville perdue de l'Atlantide brouille l'équipement de navigation des véhicules dans la région. D'un autre côté, et de manière plus rationnelle, dans le cas du vol 19, il est possible que les avions aient réellement perdu leur chemin après que les compas de leur chef aient dysfonctionné, les conduisant tous à manquer de carburant et à s'écraser dans l'océan. Après tout, les compas dans les années 40 n'étaient pas à l'abri des erreurs, surtout compte tenu des champs électromagnétiques significatifs qui peuvent se former autour des avions par temps d'orage. Certains théorisent également que dans une faible visibilité, Taylor aurait pu confondre les îles des Bahamas avec les Keys de Floride, ce qui l'aurait amené à se diriger accidentellement plus loin en mer plutôt que de revenir vers la terre ferme. Quant à la mission de sauvetage, les avions étaient des Martin PBM Mariners, qui avaient une tendance connue à accumuler des vapeurs de carburant inflammables. Un pétrolier voisin a signalé avoir vu des flammes près de l'endroit où l'avion de sauvetage avait disparu des radars, suggérant qu'il aurait pu exploser en raison de ces accumulations de vapeurs inflammables. De plus, les scientifiques contestent depuis longtemps l'idée que le triangle des Bermudes est vraiment un vortex de disparition mystérieux qu'il est censé être. Malgré sa réputation, les statistiques réelles d'accidents suggèrent que les disparitions dans le triangle des Bermudes ne se produisent pas plus souvent que dans toute autre région comparable de l'océan Atlantique. Mais avec tout cela pris en compte, sans que jamais aucun débris ne soit retrouvé, le véritable destin du vol 19 reste non confirmé. Qu'en pensez-vous? Dites-le moi dans les commentaires, j'ai hâte de lire vos théories. Mystery Man. Mesdames et messieurs, attachez vos ceintures et préparez-vous à entendre parler de l'un des cas non résolus les plus mystérieux de l'histoire du FBI. En novembre 1971, un homme dans la quarantaine embarqua dans un avion en partance de Portland dans l'Oregon à destination de Seattle dans l'État de Washington. Il se présenta sous le nom de Dan Cooper, prit sa place et commanda un bourbon et de l'eau gazeuse. Peu après le décollage, il informa l'hôtesse de l'air qu'il avait une bombe dans sa mallette, ouvrant celle-ci pour révéler des fils rouges emmêlés, des cylindres et des batteries pour le prouver. Il déclara que tout le monde serait en sécurité tant que ses demandes, 4 parachutes et $200 000 en espèces, seraient satisfaites. Les autorités furent rapidement informées,
et le FBI s'assura que l'argent et la rançon et les parachutes étaient prêts lorsque l'avion atterrit à Seattle. À l'atterrissage, Cooper permit à tous les 36 passagers de partir en échange de l'argent et de l'équipement. Il garda néanmoins l'équipage de vol à bord et leur dit calmement de mettre le cap sur Mexico. Une fois de retour dans les airs, Cooper demanda à l'équipage de rester dans le cockpit. Il se rendit ensuite à l'arrière de l'avion, retira sa cravate, ouvrit la porte arrière et s'enfuit en parachute avec sa rançon. L'avion continua son vol et atterrit en toute sécurité à l'aéroport de Reno. Mais Dan Cooper ne fut jamais revu. Pendant 49 ans après cette nuit-là, le FBI mena une enquête ouverte sur ce crime audacieux en plein vol. Leur principal suspect était Richard Floyd McCoy, qui avait été arrêté pour un vol d'avion similaire quelques semaines plus tard. Mais il fut finalement écarté de l'enquête car il y avait des preuves qu'il avait passé la journée du détournement à Las Vegas. Malgré l'établissement d'une liste de plus de 800 suspects, le FBI ne parvint pas à résoudre l'affaire. Il y a une autre tournure bizarre à cette histoire. En 1980, 9 ans après le crime, un jeune garçon découvrit $6 000 en billets déchirés le long des rives du fleuve Columbia à Vancouver. Le FBI confirma bientôt que ces billets provenaient de la rançon versée à Dan Cooper. Bien que les enquêteurs ne puissent s'accorder sur le fait que les billets aient été délibérément enterrés ou qu'ils aient dérivé depuis quelque part en amont. Sans conclusion officielle, même à ce jour, il semble que nous ne saurons jamais ce qui est vraiment arrivé à Dan Cooper. Certains responsables partagent l'opinion selon laquelle Cooper n'aurait pas pu survivre à son saut audacieux. Mais comme aucun corps n'a jamais été retrouvé, beaucoup pensent qu'il a réussi à s'échapper indemne. Quoi qu'il en soit, le crime de Dan Cooper reste le seul acte de piraterie aérienne non résolu de l'histoire de l'aviation. Plus haut et plus loin. Prendre un vol à la manière de Dan Cooper, c'est une chose. Mais imaginez d'essayer de voler tout un avion et de le cacher quelque part. C'est exactement ce qu'ont tenté deux hommes en 2003, lorsqu'ils ont volé un Boeing 727 directement depuis la piste de l'aéroport Quatro de Ferveiro, en Angola. Étonnamment, malgré les enquêtes approfondies du FBI et de la CIA, l'avion n'a jamais été retrouvé. Alors, comment cela s'est-il passé ? Eh bien, en mai 2003, deux employés de l'aéroport ont embarqué dans l'avion et ont commencé à le faire rouler le long de la piste. Parmi les deux, Ben Padilla était un pilote américain, tandis que John Mutantu était un mécanicien engagé de la République du Congo. Les deux hommes avaient accès à l'avion pour effectuer des réparations, mais aucun d'eux n'était certifié pour le piloter. L'équipe de la tour de contrôle a observé l'avion faire son chemin erratique le long de la piste et a tenté de prendre contact, mais n'a jamais eu de réponse. Avant que quiconque ne puisse intervenir, l'avion avait décollé vers le coucher du soleil et n'a plus jamais été revu depuis. Alors que s'est-il passé avec l'avion ? Pour l'instant, tout est théorique. Padilla et Mutantu ont peut-être volé pour leur propre profit, espérant revendre des pièces, ou peut-être volé pour le compte de son propriétaire à des fins d'assurance. Le propriétaire de l'avion, Maurice Joseph, avait déjà été accusé de falsification de déclarations financières et de fraude aux investissements, ce qui a amené beaucoup à soupçonner qu'il ait payé Padilla et Mutantu pour réaliser le vol audacieux. Mais on ne sait pas non plus si l'avion a même atteint sa destination inconnue, ou s'il s'est écrasé dans l'océan. Ni l'avion, ni ses pièces, ni un débris n'ont jamais été retrouvés, laissant ce vol expert dans un véritable mystère à se gratter la tête. La disparition de Lady. Que s'est-il réellement passé pour Amelia Earhart ? Elle était une pionnière qui battait des records, une auteure à succès et la première femme aviatrice à traverser l'Atlantique en solitaire. Cependant, en juillet 1937, Earhart et son navigateur Fred Noonan se sont envolés de Nouvelle-Guinée pour l'une des dernières étapes de sa tentative historique de circumnavigation du globe. Malgré un départ prometteur, l'avion n'a jamais atteint sa destination, et étant donné qu'elle n'a jamais réapparu, Earhart a été déclarée légalement décédée en 1939. Alors, qu'est-il réellement arrivé ? Personne ne le sait avec certitude, mais une explication populaire est qu'Earhart a effectué un atterrissage d'urgence sur ou près de l'île déserte de Gardner dans l'océan Pacifique occidental. Sans avion fonctionnel, elle et Noonan ont peut-être été forcés de passer le reste de leur jour comme naufragés. Diverses expéditions sur l'île ont trouvé des artefacts étranges, dont une chaussure de femme datant des années 30 et quelques outils improvisés. En 1940, des fonctionnaires britanniques ont trouvé un squelette sur une partie isolée de l'île, et l'analyse suggère qu'il aurait pu appartenir à une femme d'ascendance européenne.
Cependant, aucun avion ni débris n'a été trouvé sur ou près de l'île, jetant un certain doute sur la théorie du naufragé. D'autres soutiennent qu'Earhart a été capturé et exécuté par des soldats japonais après un crash dans les îles Marshall sous le contrôle japonais, tandis que certains spéculent même qu'elle aurait simulé sa propre mort et déménagé dans le New Jersey. Mais étant donné le manque de preuves substantielles pour ces idées plus sauvages, l'idée qu'Earhart se soit écrasé en mer après des défaillances radio et de mauvais temps est la théorie la plus probable. Il convient de noter cependant que depuis 2002, la société d'exploration sous-marine Nautilus a balayé près de 200 000 nautiques carrés à l'aide de sonars autour de la zone où Earhart aurait pu s'écraser, et n'a trouvé aucune trace de débris. Jusqu'à ce que cet avion insaisissable soit trouvé, il est probable que le destin de cette aviatrice emblématique restera une énigme. La chute libre. En 1972, une femme a connu une quantité extrême de chance à la fois bonne et mauvaise en même temps, alors qu'elle survolait la Tchécoslovaquie. Son nom était Vesna Vulovic, et à ce jour, elle détient le record du monde Guinness pour avoir survécu à la plus haute chute sans parachute. L'hôtesse de l'air serbe est tombée de pas moins de 33 330 pieds après l'explosion d'une bombe dissimulée dans un attaché case dans la soute à bagages de son avion. Non seulement elle a survécu pour raconter son histoire, mais elle s'est également complètement remise de ses blessures et a même demandé à reprendre son ancien travail d'hôtesse de l'air. Ça, c'est de l'engagement. Alors, qu'est-ce qui lui a permis de survivre? Eh bien, en plus d'une bonne dose de chance, Vesna était coincée derrière un chariot de nourriture dans la partie arrière de l'avion lorsque celui-ci a explosé. Alors que la plupart des autres passagers ont été aspirés hors de l'avion immédiatement après l'explosion, Vesna est restée coincée sur place. La section de queue de l'avion s'est ensuite abattue sur une montagne boisée de Tchécoslovaquie, où les arbres et l'épaisse couche de neige ont amorti sa chute. Cela a ralenti le taux d'accélération à l'impact, réduisant légèrement les forces agissant sur le corps de Vesna. De plus, les médecins pensent que l'hypotension artérielle chronique de Vesna a peut-être empêché son cœur d'exploser à l'impact. Imaginez comment un ballon entièrement gonflé pourrait facilement éclater sous une légère pression supplémentaire, tandis qu'un ballon à moitié gonflé a un peu de place pour se comprimer. Comme le cœur et les artères de Vesna étaient soumis à moins de pression, cela a réduit les chances de rupture de son cœur lors de l'impact. C'est assez incroyable, non? Peu de temps après le crash, un villageois voisin a entendu les appels à l'aide de Vesna et elle a été emmenée à l'hôpital. Elle a passé des jours dans le coma, souffrant de fractures et d'une paralysie temporaire de la taille vers les jambes. Mais miraculeusement, Vesna s'est vite rétablie et est devenue une héroïne nationale et une célébrité. Bien qu'elle n'ait jamais retrouvé la mémoire du crash, mais peut-être est-ce mieux ainsi. Le passager clandestin secret. En avril 2014, Yahya Abdi, âgé de 15 ans, s'est lancé dans un voyage vraiment bizarre qui a déconcerté à la fois les responsables du transport aérien et les médecins. Il avait fui sa maison de Californie pour monter à bord d'un avion à destination de l'Éthiopie, où il espérait rendre visite à sa mère. Sans billet, l'adolescent audacieux a escaladé la clôture de l'aéroport de San José, a choisi un avion et s'est glissé sur le train d'atterrissage. Ce qui s'est passé ensuite était terrifiant. L'avion qui se dirigeait vers Hawaï a décollé, parcourant pendant 5h30 et atteignant une altitude vertigineuse de 38 000 pieds. Abdi a dû faire face à des niveaux d'oxygène extrêmement bas, à des températures bien en dessous de zéro et au fracas assourdissant du moteur. Il est resté conscient assez longtemps pour voir l'avion monter au-dessus des nuages avant de s'évanouir pendant de longues périodes du voyage. Quand l'avion est arrivé à Hawaï, les témoins ont été choqués de voir un jeune homme sortir péniblement du compartiment de la roue et se frayer un chemin à travers le tarmac. Sa survie dans ces conditions extrêmes a laissé les médecins perplexes. Une explication possible est que le corps d'Abdi est devenu si froid pendant le vol que sa circulation sanguine et son métabolisme ont considérablement ralenti, réduisant la quantité d'oxygène nécessaire dans ses cellules. Son corps a probablement commencé à ralentir ou à arrêter des fonctions inutiles, ce qui l'a fait s'évanouir, mais l'a finalement maintenu en vie. Maintenant, avant que vous ne vous fassiez de fausses idées, monter clandestinement dans un avion n'est pas une bonne façon d'économiser de l'argent pour vos prochaines vacances. Les experts s'accordent à dire que les chances de survie sont minimes, car la température aux altitudes où Yahya a voyagé peut chuter en dessous de moins 60 degrés Celsius. Et cela en supposant que vous ne soyez pas écrasé par la roue lorsqu'elle se rétracte dans l'avion. Tout bien considéré, il vaut probablement mieux réserver un siège. Le navire fantôme.
Tous les cas de voyages étranges et mystérieux ne se déroulent pas que dans le ciel. Certains des plus troublants de tous ont eu lieu dans l'océan. L'histoire de Marie Céleste, par exemple, a intrigué le monde entier depuis plus de 100 ans. Et elle est garantie de vous glacer le sang. Le brick Géolette a quitté New York en mi-novembre 1872, avec 10 passagers à bord. 8 jours plus tard, il aurait dû arriver à Gênes, en Italie. Au lieu de cela, il a été repéré flottant à l'est des Açores, un groupe d'îles dans l'océan Atlantique Nord. Une équipe a été envoyée pour offrir de l'aide aux Mary Céleste, mais quand ils sont arrivés sur le bateau, ils ont réalisé que quelque chose n'allait pas. Les effets personnels de l'équipage étaient intacts, le changement était intact et le navire était approvisionné en nourriture et en eau pour durer 6 mois, mais plus une âme à bord. Certains spéculent que l'équipage a été englouti par des monstres marins ou jeté par-dessus bord par des pirates, mais comme le navire n'était pas endommagé, le chargement n'a pas été pillé et il n'y avait pas de signe évident de lutte. Ces théories ne tiennent pas vraiment la route. Une explication plus plausible est que tout ou une partie des passagers ont délibérément abandonné le navire, naviguant loin sur un canot de sauvetage. Mais pourquoi quelqu'un abandonnerait-il le Mary Céleste, surtout lorsqu'il était entièrement approvisionné et navigable? Certains ont suggéré que l'équipage a organisé une mutinerie, jetant le capitaine par-dessus bord avant de naviguer avec le canot de sauvetage vers l'horizon. Mais il est également possible que l'équipage ait été surpris par un temps extrême. Dans leur panique, ils ont peut-être embarqué dans le canot de sauvetage, dans l'intention de se rendre en lieu sûr, mais ont coulé avant d'atteindre leur destination, tandis que le navire principal lui-même a survécu. Pour soutenir cette théorie, il y a le fait qu'une des pompes du navire a été retrouvée démontée sur le pont, et que la cale était envahie de plus d'1 mètre d'eau. Il est possible, après avoir pris de l'eau dans des conditions difficiles, le capitaine ait craint que le navire ne soit plus navigable. S'il l'a fait, il s'est malheureusement trompé. Le navire était parfaitement adapté à son usage et a continué à être utilisé pendant plusieurs années. Mais sans signe de l'équipage, ni aucune preuve définitive à bord, il semble que les espoirs de trouver la vérité se soient depuis longtemps évanouis auprès des vagues. Que pensez-vous qu'il est arrivé au navire fantôme? Dites-le moi dans les commentaires ci-dessous, j'ai hâte encore une fois de lire vos théories. Compagnon mystérieux. Replongeons-nous dans les cieux à présent. Nous voici en hiver 1944, près de la fin de la Seconde Guerre mondiale. À cette époque, les pilotes alliés ont commencé à signaler d'étranges lumières brillantes suivant leurs avions. Les lumières rouges, oranges et blanches semblaient jouer avec les avions, s'approchant puis filant à travers l'air à grande vitesse. Les observations étaient si répandues que les soldats ont commencé à les appeler Foo Fighters, un nom tiré d'un personnage de dessin animé populaire appelé Smokey Stover, qui utilisait le mot absurde fou comme phrase d'accroche. Mais étant donné à quel point ces observations sont devenues courantes, elles semblaient être tout sauf des absurdités. Il existe plusieurs théories sur l'origine de ces lumières étranges. L'auteur Renato Vesco affirme que les Allemands avaient développé une arme secrète appelée boule de feu qui volait dans les airs et tournoyait comme une fusée de feu d'artifice pour distraire les pilotes alliés. Cependant, les historiens ont souligné qu'il n'y a presque aucune preuve pour étayer cette affirmation. Certains théoriciens du complot, quant à eux, pensent que les Foo Fighters pourraient avoir été des ovnis, peut-être en train de vérifier la dernière technologie militaire de l'humanité en action. Bien sûr que vous croyez ou non à cette théorie dépend vraiment de votre position sur le fait que les extraterrestres aient déjà visité la Terre. Une explication plus universellement acceptable, cependant, implique un phénomène météorologique connu sous le nom de feu de Saint-Elme. Et elle est tout aussi fascinante. Ce phénomène provoque des éclats lumineux fluorescents autour d'objets pointus pendant les tempêtes. Le feu est en réalité une forme de plasma lumineux, qui est généré lorsqu'il y a un fort champ électrique dans l'air, souvent pendant des orages. Il est souvent observé jaillissant des ailes ou du nez d'un avion, ce qui pourrait expliquer certaines observations de ces étranges Foo Fighters lumineux. Cependant, étant donné que de nombreux rapports décrivaient les Foo Fighters comme des sphères flottantes de couleur rouge et orange, ceux-ci ne correspondent pas tous au feu de Saint-Elme, qui ressemble plus à de la foudre violette. Certains ont évoqué la foudre en boule, un phénomène rapporté qui n'a pas encore été définitivement prouvé par la science, où la foudre prendrait une forme sphérique flottante. Cela correspondrait certainement à la description. Mais tant que nous ne déterminons pas correctement si la foudre en boule est un phénomène réel et apprenons à l'étudier, une explication satisfaisante restera hors de portée. Pour l'instant, nous devons simplement écouter le groupe du même nom si voulons notre dose de Foo Fighters. Quelles sont vos théories les plus folles pour expliquer certains de ces incidents bizarres? Dites-le moi dans les commentaires ci-dessous.
Et comme d'habitude, merci de nous avoir suivis.